Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est l'image de la France. Comment l'inclusion se matérialise-t-elle dans vos rangs, au-delà des profils issus des grandes écoles que l'on pourrait imaginer? Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est la maison des diplomates. Et être diplomate, c'est en fait être expert de l'altérité. Pouvoir faire la synthèse entre une compréhension très forte de ce que sont les intérêts de nos compatriotes en métropole et en outre-mer, mais aussi de pouvoir les défendre à l'international dans un contexte beaucoup plus dur, avec le retour de la guerre en Europe, et même ce que certains peuvent voir comme la fin de l'Occident, dans lequel nous avons vécu, notamment depuis la chute du mur de Berlin. Et donc pour faire face à cette nouvelle donne, à la fois géopolitique, technologique, environnementale, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'est transformé et se transforme de façon très importante en adaptant ses services, mais aussi en adaptant son visage. On est très loin de la vieille image Sciences Po, ENA, Paris. Aujourd'hui, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est 15 000 collègues, un tiers de fonctionnaires, un tiers de contractuels de droit privé et un tiers de collègues recrutés localement dans nos ambassades, dans nos services culturels, dans nos instituts français et alliances françaises. Deuxièmement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est une nouvelle culture managériale. Et je suis très fier qu'aujourd'hui, nous soyons certifiés AFNOR sur l'égalité homme-femme. 45% des nouveaux ambassadeurs nommés par le président de la République depuis 3 ans sont des femmes, sont des ambassadrices. Deuxième grande certification, la diversité et l'inclusion. Et être aujourd'hui partenaire de ce sommet de l'inclusion, c'est essentiel. Troisième élément, nous sommes maintenant membres de l'autre cercle pour promouvoir les droits LGBT+. Et puis enfin, une innovation très forte, et je vous l'annonce aujourd'hui. Nous travaillons beaucoup, quelques jours après le Duo Day, à l'inclusion des personnels en situation de handicap. Et pour la première fois en 2025, 6% des recrutements de nos collègues seront des collègues en situation de handicap. On parle beaucoup du sujet de la performance liée à l'inclusion et à la diversité. En quoi cette performance est-elle réelle grâce à votre action au fait d'accueillir ces profils par rapport aux crises et aux défis géopolitiques complexes que l'on rencontre aujourd'hui et que vous évoquiez? Comme j'indiquais, l'altérité, c'est la compréhension de l'altérité dans ce monde très brutal dans lequel on est. C'est notre ADN, c'est notre raison d'être. Nous développons par ailleurs à l'étranger des valeurs qui correspondent à celles de notre pays, de démocratie, d'inclusion, de diversité. Et à un moment où, dans certains pays, on fait face à un backlash très fort sur ces questions, il faut que nous continuions à pouvoir donner de la voix. Mais pour être cohérent, il faut que notre organisation soit alignée sur cette raison d'être, sur ces valeurs, et notamment en matière de recrutement. Les affaires étrangères, ce ne sont plus du tout les affaires étrangères, mais ce sont les affaires de tous, de toutes et tous. Et c'est la raison pour laquelle on a revu complètement notre politique de recrutement. D'abord en la diversifiant, en ayant une nouvelle marque employeur. Les affaires étrangères, c'est un monde de métiers. Aujourd'hui, je recrute des data analystes, des spécialistes de la transformation environnementale. Je recrute des responsables de marketing digital, de guerre informationnelle, mais aussi de pouvoir diversifier nos recrutements, notamment auprès de jeunes talents qui sont le visage de la France. Et on travaille à l'identification de viviers grâce à des programmes comme l'apprentissage. Aujourd'hui, 100 jeunes ont une possibilité d'apprentissage chez nous, à l'Académie diplomatique d'été qui permet d'accueillir chaque année 150 jeunes pour une expérience d'immersion au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, jeunes issus des quartiers défavorisés. Bref, les affaires étrangères, c'est les affaires de tous, c'est les affaires de toutes et tous, et c'est la raison pour laquelle nous offrons chaque année plus de 1000 opportunités, expériences professionnalisantes pour les plus jeunes d'entre nous, parce que mon job, c'est de préparer la diplomatie de demain. Du fait de votre charge au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous devons vous poser la question, à l'échelle internationale, quelles pratiques ou politiques inclusives vous semblent les plus inspirantes pour la France ? Je crois que c'est très important de pouvoir regarder en effet ce qui se passe dans différents États
et de voir comment fonctionnent nos concurrents. Moi, j'ai à titre personnel à la fois travaillé dans le privé, travaillé dans des nouveaux pays comme l'Indonésie, où les pratiques du vivre en commun sont différentes. Lorsqu'on est diplomate, lorsqu'on est professionnel de l'altérité, c'est une chance très forte de pouvoir avoir la capacité de se mettre dans les chaussures du partenaire pour pouvoir intégrer des idées et des propositions concrètes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer à développer la voix, à la fois sur nos valeurs, mais pouvoir aussi l'appuyer sur des faits, des actions concrètes. Et c'est tout l'esprit de l'agenda de transformation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a 3 ans, nous avons réuni les États généraux de la diplomatie avec l'ensemble des parties prenantes. À quoi sert et comment doit fonctionner une diplomatie à l'image de la France dans un monde de guerre hybride. 3 ans après, nous avons d'ores et déjà mis en œuvre de façon concrète 85% des 350 mesures qui avaient été décidées. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la mesure la plus urgente que les entreprises doivent adopter pour rendre l'inclusion économique réellement opérationnelle? Je ne suis sans doute pas le mieux placé, malgré mon expérience en entreprise, pour donner des leçons ou faire des recommandations aux entreprises. En tout cas, je crois que toutes les organisations doivent pouvoir démontrer leur impact de 2 façons. D'abord, s'inscrire dans le temps long, dans un monde dans lequel on est face à l'urgence. Et c'est très important de pouvoir continuer nos politiques de diversité et d'inclusion, de D&I, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Le deuxième élément qui me paraît fort, c'est que nous pourrons travailler d'autant mieux sur l'inclusion que nous travaillons surtout sur ce qui nous réunit. À la fois le sens des organisations, mais aussi les valeurs qui nous unissent. Et c'est aussi pour ça que ces travaux de certification, de réflexion sur les normes et la façon de les mettre en œuvre sont extrêmement importantes. Une toute dernière question, si les participants devaient repartir avec une seule conviction après ce sommet, laquelle souhaiteriez-vous que ce soit? Une seule. Les affaires étrangères, ce sont les affaires de tous. Les affaires étrangères, ce sont 1000 opportunités chaque année pour chacune et chacun d'entre vous. Ne croyez jamais celles et ceux qui vous disent « ce n'est pas pour vous ».